bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 6 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous ferons un point sur le coronavirus en principauté en début de journal. Une large page de cette édition sera consacrée à la prochaine journée de la femme le 8 mars. Notre invité du week-end sera d'ailleurs Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Nous irons ensuite au Conseil national, toujours en rapport avec la Journée internationale des femmes. La présentation dans ce journal de la 4e édition du SIAM, le Salon international de l'automobile de Monaco, qui se déroule en ce moment même sur le Calbert Ier. Et enfin en football, les enjeux du derby azuréen. L'AS Monaco se déplace à Nice ce samedi. Avant de développer ces titres, sachez qu'un point presse a été organisé ce vendredi après-midi au ministère d'État à propos du coronavirus, le Covid-19. Nous y étions. Continuer à informer sans inquiéter et sans minimiser, telle est la volonté du gouvernement princier qui reste mobilisé et vigilant avec de nombreuses mesures mises en place depuis l'apparition du coronavirus fin janvier. La situation actuelle reste maîtrisée et les perspectives sont rassurantes. Alors en principauté, nous n'avons pas de cas nouveaux depuis celui qui a été apparu vendredi dernier. Nous faisons en moyenne entre 1 et 3 prélèvements par jour et tous sont négatifs. Nous avons réfléchi à une façon intelligente de prendre en compte les situations des patients. En nous disant, finalement, le patient qui serait dépisté positif, s'il n'a pas ou très peu de symptômes, il pourrait rester chez lui et nous pratiquons des soins à domicile ou une hospitalisation à domicile. Comme ça se fait dans d'autres domaines, si vous voulez. Si en revanche, il a des symptômes et qui sont modérés, il peut être pertinent qu'il soit maintenu à l'hôpital dans une chambre. Et puis enfin, s'il y a des symptômes qui sont plus sévères, nous avons un accord avec les autorités sanitaires voisines et nous pourrions, le cas échéant, le transférer au CHU de Nice, qui a un service vraiment dédié au coronavirus et notamment à la prise en charge des patients les plus graves. Et si la principauté compte à ce jour un seul cas positif, le gouvernement reste vigilant pour éviter que les cas à Monaco se multiplient. À l'heure actuelle, ce sont 327 salariés issus du secteur privé qui sont restés confinés chez eux face à 67 personnes issues du service public et 5 travailleurs indépendants. Le taux d'absentéisme dans les écoles s'élèverait à environ 15%, des chiffres en diminution de manière progressive. Depuis le 30 janvier, un centre d'information sur le Covid-19 à destination du grand public a été mis en place. Eh bien, sachez que depuis ce vendredi, le gouvernement étend la plateforme téléphonique d'information Centre d'appel Covid-19 afin de permettre aux services d'urgence et au CHPG de se concentrer sur leur mission première. Le centre d'appel Covid-19 prend désormais le relais et accueille une équipe dédiée de la direction de l'action sanitaire, des secouristes de la Croix-Rouge monégasque et un médecin superviseur. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions en lien avec le Covid-19 en composant le 92 05 55 00. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7 de 9h à 18h. Il est également possible d'envoyer un mail à l'adresse covid19@gouv.mc. En revanche, en cas de doute, notamment si vous avez séjourné dans une zone où circule le virus et que vous présentez des symptômes évocateurs importants comme de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, vous devez appeler directement les pompiers au 18 ou au 112. On change de sujet. Le dimanche 8 mars sera la journée internationale des droits des femmes. La principauté a décidé de mettre à l'honneur cette année la parité homme-femme dans le monde du travail. Avant de recevoir notre invité du week-end, Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Retour sur le lancement de cette campagne avec Émilie Rousseau. Ils sont ingénieurs d'études, éducateurs de jeunes enfants ou agents de sécurité et ils effectuent le même métier. Cette parité femmes-hommes est à l'honneur dans une campagne photographique initiée par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes en principauté et réalisée par l'artiste Mr. Wanties. Une œuvre exposée dans les rues de la Principauté pour réveiller les consciences et montrer que tous les métiers sont accessibles, quel que soit son sexe. Ainsi, 40 métiers sont représentés dans cette campagne qui s'accompagne du hashtag 8 mars Monaco. Nous sommes très fiers d'avoir participé à cette journée, tout simplement. Je suis très fière de représenter le Stade Louis II et en particulier la femme à Monaco. Une fierté pour ma part. Oui, tout à fait. Très content d'avoir participé à cet événement. Moi, je trouve ça chouette parce que on est tous les deux éducateurs de jeunes enfants, on travaille en crèche et c'est un milieu très féminin. Je suis le seul homme en crèche et du coup,
c'est chouette de montrer qu'il peut y avoir des hommes aussi en crèche et qu'il peut y avoir une mixité dans le travail. Donc je trouve ça chouette de mon côté en tout cas. Oui, c'est la même chose. C'est vraiment important de voir que l'homme a sa place autant que la femme dans cette profession. Et, dans la petite enfance qui est très féminin quand même. Et malgré tout, et du coup, il peut y avoir des hommes, les hommes ont leur place dans la petite enfance et il devrait y en avoir beaucoup plus d'ailleurs parce que ça manque un peu quand même, je trouve. Je me sens un peu tout seul. La cause des femmes a mobilisé de nombreuses personnes de multiples corps de métiers. Le comité a pu notamment compter sur le soutien de partenaires institutionnels, des services de l'État, mais aussi des artisans, des chefs d'entreprise et des sportifs. Cette journée spéciale, je pense que c'est vraiment une idée très originale de pouvoir faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et moi je pense que voilà, c'est bien aussi de pouvoir venir. Je suis content d'être ici et content de représenter Monaco Basket et content de faire partie du projet. Comme évoqué dans le discours de la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, Céline Cotalorda, cette campagne du hashtag 8 mars Monaco a permis de mettre en lumière la société monégasque dans sa richesse et sa diversité. Et comme je vous l'ai dit précédemment, notre invitée du week-end aujourd'hui, Céline Cotalorda, elle est interviewée par Émilie Rousseau et c'est maintenant. Céline Cotalorda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette journée si spéciale pour vous. Vous êtes la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Je ne vous apprends rien en vous disant que la journée du 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous tout d'abord ? C'est une journée qui est très importante pour célébrer à la fois les avancées qui ont déjà été réalisées en matière de droits des femmes et puis aussi pour évaluer et regarder tout ce qu'il reste encore à faire. C'est une journée à laquelle la principauté de Monaco s'associe bien sûr et c'est aussi une journée qui nous permet de sensibiliser le grand public à la cause des femmes. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit juste une journée. Il faut qu'on arrive à ce que ce soit toute l'année qu'on parle des droits des femmes. Vous avez lancé le hashtag 8 mars Monaco. Est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de ce hashtag et puis toutes les campagnes qui ont accompagné cette référence ? L'opération hashtag 8 mars Monaco a été lancée en 2019 avec l'artiste Anthony Alberti, Mr. One Tease. Et l'année dernière, nous avions voulu mettre en avant l'engagement d'hommes et de femmes des institutions monégasques et du comité. Et cette année, l'idée était de réitérer l'opération, mais avec une thématique différente, l'égalité dans le monde du travail. Donc nous avons mis en avant ces visages de l'égalité au travers de 40 métiers qui sont présentés avec des hommes et des femmes qui posent en binôme et qui présentent du coup leur profession ou leur activité. C'est l'occasion aussi de faire référence à la charte Monégalité également qui a été signée par plusieurs établissements. Tout à fait, cette charte a été mise en place l'année dernière par le gouvernement et on s'est appuyé en fait sur les fondamentaux de cette charte pour à la fois trouver des professionnels qui sont en lien avec ceux qui ont signé la charte et puis pour continuer à faire passer ce message de l'égalité au travail, à faire de la sensibilisation et de la pédagogie. Alors vous avez reçu plusieurs soutiens lors de cette campagne, plusieurs métiers, vous l'avez dit, sont représentés, ce qui a permis aussi de mettre quelques chiffres en exergue. Alors effectivement, plusieurs métiers, plusieurs activités ont été présentées. On a choisi surtout de casser les stéréotypes et les clichés. Donc on a pris volontairement des métiers qui traditionnellement sont plus représentés par des hommes ou par des femmes. Donc on a un homme sage-femme par exemple qui est le seul du CHPG. On a également un homme qui est éducateur de jeunes enfants, c'est le seul à la mairie. Donc on a mis en avant ces métiers. Et puis côté métier masculin, on a des personnes du domaine de la construction, des jardiniers également qui ont posé. Il n'y a que 4 femmes qui occupent ce poste au sein des services de l'État. Donc voilà, c'était cette idée de casser les stéréotypes et montrer que tout le monde peut accéder à n'importe quel métier s'il en a la volonté. Et puis nous avons aussi des soutiens d'associations sportives. On a des représentants du foot, du basket, du volley et du rugby, puisqu'il y a une section féminine de rugby qui vient de se créer. On est très heureux aussi d'avoir cette participation et cet élan collectif autour de la cause. Et c'est une campagne qui sera énormément visible dans les rues de la Principauté.
Alors la campagne effectivement visible en principauté à plusieurs endroits, sur le rocher au niveau du ministère d'État. On a aussi cette année le soutien de nos partenaires, des autres partenaires institutionnels, le Conseil national qui affiche également les portraits ainsi que la mairie. Et puis ensuite en ville à d'autres endroits, au rond-point Saint-Dévote, au rond-point de Carrefour et dans la galerie commerciale de Fontvieille qui est un lieu de passage très fréquenté par toutes les personnes qui habitent ou qui viennent travailler en principauté, puisque l'idée aussi de cette campagne, c'est de montrer toute la diversité et la variété des métiers qui sont exercés en principauté. Merci beaucoup Céline Cotalorda. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Nous restons dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes en nous dirigeant du côté du Conseil national. Son président, Stéphane Valéry, a souhaité réunir des représentants féminins et masculins d'institutions et d'associations en principauté. Cette année, la journée était orientée sur le thème de l'égalité. Reportage d'Alexandra Pani. 2020-2030, une décennie pour l'égalité. Les célébrations un petit peu en avance de la Journée internationale des femmes avaient cette année pour thème, souhaité par l'Organisation des Nations Unies, la promotion de l'égalité des sexes. Au Conseil national, cette volonté d'égalité s'est traduite par un projet sur les prochaines années avec des propositions de loi en ce sens. Beaucoup de choses ont été faites, mais il en reste encore beaucoup d'autres à faire, notamment en matière d'égalité salariale. Il est tout à fait nécessaire qu'à compétences égales, à diplôme égal, les parcours soient les mêmes et les salaires soient les mêmes. Nous sommes dans une phase de pédagogie, d'explication. Il faudra peut-être un jour, si c'est nécessaire, passer à des sanctions contre ceux qui ne respectent pas la loi. Et puis, il y a l'égalité au sein des familles. C'est vrai que trop souvent encore, c'est la femme qui subit un peu ce qu'on appelle la charge mentale. Et il faut que les pères, il faut que les hommes soient aussi plus disponibles et partagent davantage ces charges au sein des familles. Pour cela, le Conseil national va déposer, avant la fin de cette année, une proposition de loi pour allonger le congé paternité. Ça permettra effectivement aux pères de profiter davantage de leur nouveau-né, mais aussi d'alléger le travail, la charge qui pèse sur les mères. Puis il faut que les conseils d'administration dans ce pays s'ouvrent aux femmes. Il n'y a quasiment aucune femme dans les conseils d'administration, notamment des sociétés d'État, des sociétés où l'État concède un service public. Cela doit changer. Et enfin, mais c'est le plus difficile, il faut tous ensemble, on a tous un rôle à jouer, qu'on fasse évoluer les mentalités. Un geste vient justement d'être adopté au sein du Conseil national et à l'unanimité, les élus ont adopté la féminisation des titres. Les conseillères nationales ont ainsi toutes choisi cette féminisation. Le choix sera également laissé aux permanentes. Pourquoi est-ce que les femmes devraient garder, le nom, la fonction de métier sur un terme, sur un mot qui est masculin? Alors, ça n'était pas du tout à la base ce que je pouvais penser il y a quelques années. Et j'ai petit à petit changé d'avis et jusqu'à aujourd'hui, arrivé à me dire ce n'est pas possible. J'ai demandé au président du Conseil national qui a accepté d'organiser une commission plénière d'études à laquelle, à l'unanimité, les personnes ont voté pour la féminisation des titres, des fonctions, des métiers, tout au moins pour le Conseil national. Le chemin parcouru pour l'égalité femmes-hommes en principauté a été long. Il y a encore 60 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote pour élire les conseillers nationaux. Et au début des années 90, les mères monégasques ne pouvaient pas transmettre la nationalité à leurs enfants avec les mêmes droits que leurs pères. Des avancées ont eu lieu depuis, la création de différentes entités telles que le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ou l'Association des victimes d'infractions pénales ont permis de faire un pas en avant. La dynamique est lancée, mais il reste encore beaucoup à faire. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. À l'heure du changement climatique, la Fondation Prince Albert II a souhaité partager avec le grand public les effets du réchauffement planétaire. Exposées à la Galerie des Pêcheurs, des photographies de Nomi Bogart dévoilent un saisissant point de vue sur la fonte des glaciers dans les Alpes depuis la Terre, le ciel et l'espace, grâce notamment au soutien de l'Agence spatiale européenne. Là où s'étendaient il y a encore quelques décennies de puissants glaciers, des surfaces de gravier dominent aujourd'hui le paysage. Les glaciers alpins fondant à une vitesse record.
Une exposition présentée par la fondation Eagle Wings Protecting the Alps pour témoigner et réfléchir à l'impact de plus en plus visible du réchauffement climatique sur nos écosystèmes fragiles. À découvrir de toute urgence jusqu'au 30 mars à la Galerie des Pêcheurs. Comme tous les ans, la kermesse de l'œuvre de Sœur Marie se tiendra durant 2 jours en Principauté. Le chapiteau de Fontvieille a ouvert ses portes ce vendredi dès 10h pour les refermer samedi à 18h. Un dîner a également été donné ce vendredi à 19h30 sur le thème de la Belgique. La kermesse de l'œuvre de Sœur Marie est l'occasion chaque année de faire de belles affaires tout en aidant son prochain dans une ambiance familiale et détendue. Passons au SIAM, le Salon international de l'automobile de Monaco qui se déroule en ce moment même sur le quai Albert Ier, un salon dédié aux innovations et à la mobilité douce. La présentation de cette 4e édition, c'est avec Frédéric Hélion. L'histoire de la Principauté et celle du sport automobile sont intimement liées, avec notamment le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou le Rallye Monte-Carlo en tête d'affiche. Quoi de plus logique alors de voir un salon dédié à l'automobile en Principauté. Créé en 2017, le Monaco SIAM met l'accent sur la mobilité et l'innovation. Pour cette 4e édition, l'inauguration officielle s'est déroulée jeudi matin et la recette est la même, plaisir de conduire, nouvelles énergies et performances. Le salon est cette année axé d'autant plus sur les nouvelles énergies et sur l'innovation, avec environ 70 exposants, plus de 200 véhicules qui sont présentés. Donc avec vraiment des voitures pour tous les goûts, depuis les petites voitures citadines jusqu'aux voitures très sportives. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour venir passer un bon moment à Monaco. Parmi les véhicules à découvrir, la Audi e-tron, les Volvo hybrides et un gros temps fort du salon, le lancement et la présentation en avant-première de la Porsche Taycan, le dernier véhicule 100% électrique du constructeur allemand. Nouvelle génération, toute nouvelle technologie qui se décline en 3 motorisations aujourd'hui, puisque nous avons la version 4S, nous avons la version Turbo et la version que vous avez juste derrière moi qui est la version Turbo S. C'est un véhicule qui est annoncé à 450 km d'autonomie, d'accord, avec une batterie qui est rechargeable avec des superchargeurs. Vous pouvez recharger 80% de la batterie en 22 minutes, donc ce qui est quand même remarquable. Et puis vous avez un couple de 1050 Nm, donc ça veut dire que c'est énormissime. Vous êtes scotché quand vous allez vraiment appuyer sur l'accélérateur. Voiture électrique, hybride, connectée, concept car ou citadine, tous ces véhicules sont à découvrir jusqu'au dimanche 8 mars à 18h sur le port Hercule. Football à présent, samedi, l'AS Monaco se déplace à Nice pour le derby de la Côte d'Azur. Une rencontre comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Quels sont les enjeux du match? Les éléments de réponse avec Émilie Rousseau. La 28e journée de Ligue 1 sera synonyme de choc azuréen. Samedi, l'OGC Nice reçoit l'AS Monaco à l'Allianz Riviera. Au classement, 2 points séparent les 2 équipes qui ont un même objectif, se rapprocher des places européennes. On est toujours dans cette course-là. Peuvent nous rattraper, passer devant peut-être, et nous on peut aussi les distancer. Donc c'est au-delà d'être un derby, c'est un match très important pour nous, parce qu'on est aussi sur une série positive et qu'il faut la garder le plus longtemps possible si on veut rester justement dans ces 4-5 équipes qui se battent pour ces places-là. Le derby de la Côte d'Azur a toujours eu une saveur particulière. Rivalité entre les 2 équipes oblige. Robert Moreno s'attend à un match intense face à une formation ambitieuse. C'est spécial jouer un derby, je le sais pour les supporters, mais pour nous c'est un autre match que tu dois préparer bien, analyser l'adversaire, faire les choses que tu penses que va bien pour gagner. Avec la situation émotionnelle de contrôler, non être stressé ou plus activé que normalement. C'est une équipe très joueuse, ça on le sait, ça fait des années qu'ils jouent très bien au ballon. Je pense que le match aller aussi va rester dans leur tête parce que ça a été une très belle partie de notre part qui a été très importante à domicile. Mais c'est un groupe de qualité qui est forcément à un très bon niveau offensif. Défensivement, c'est un petit peu plus friable, mais dans ce genre de rencontre, c'est là où tout le monde se galvanise un petit peu plus et qu'il y a souvent des équipes plus équilibrées, que ce soit pour nous ou pour eux. Donc voilà, on sait que ça va être un match difficile pour plein de raisons différentes, mais voilà, on essaie d'y se préparer au mieux.
Au match aller, les Monégasques avaient pris le dessus en l'emportant 3-1 au stade Louis II. Les joueurs de l'AS Monaco restent aussi sur une série de 5 matchs sans défaite, une invincibilité qu'ils comptent bien conserver. C'est à nous, chaque entraînement, chaque rencontre de fournir le maximum pour continuer ces séries positives, parce que même si on reste sur 2 nuls, ça reste quand même une série positive, on ne perd pas, on garde un petit peu cette bonne ambiance et ça permet plus facilement de corriger ce qui va moins bien et de peaufiner ce qui va très bien. Absent lors de la dernière rencontre, Adrien Silva fera son retour dans le groupe face à Nice, tout comme Pietro Pellegrini, de retour de blessure. A noter également que Gelson Martins a été fixé sur son sort. Le milieu portugais a été suspendu 6 mois pour avoir bousculé un arbitre. Il ne rejouera pas avant le début de la saison prochaine. Quel temps va-t-il faire ce week-end et en début de semaine? Voici la météo. Du côté du ciel, ce week-end, le temps sera lumineux avec de douces éclaircies samedi et de belles plages ensoleillées. Et si dimanche, le soleil sera un peu plus voilé, le temps sera toujours aussi agréable. Le climat sera toujours frais. Cependant, ces prochains jours, le thermomètre remontera à compter de mercredi avec 14 degrés pour les maximales. Quant à ce week-end, le mercure atteindra péniblement les 12 degrés et les températures pourront descendre jusqu'à 5 degrés. Un début de semaine mitigé côté temps avec de nombreux nuages lundi qui se dissiperont progressivement les jours suivants. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.